Et salut tout le monde et bienvenue pour un nouveau résumé d'animé. Aujourd'hui on attaque une grosse série qui revient bientôt avec moi quand je me réincarne dans Slime. Tensei Shitara Slime Dataken, t'as vu, j'ai révisé mon japonais. Avec ses 3 saisons et sa 4e du coup qui approche au mois d'avril. C'était l'occasion du coup pour faire un résumé de toute la série. Alors, disclaimer, parce qu'il y a beaucoup de trucs dans Slime Dataken sur l'adaptation d'animé. Je ne parlerai pas des épisodes spéciaux, des fameux épisodes genre l'épisode de Veldra, l'épisode qui se passe après la fin de la saison 1 qui concerne Diablo. Je parlerai pas des épisodes de Coleus, les petits OAV Coleus, j'en parlerai pas parce que c'est pas canon, et ainsi que le film, je sais plus comment il s'appelle le film, Scarlet Bond, c'est ça. J'en parlerai pas non plus parce qu'en fait c'est pas des événements canons. Je ne raconte que les épisodes importants de la série, donc les 23 premiers de la saison 1 et ainsi de suite et ainsi de suite. Petit spoiler également par rapport à ce qui va se passer sur la première saison, j'ai essayé quelque chose de différent sur la saison 1, donc d'avoir un espèce de résumé un peu plus condensé, essayant de voir si je ne rentre pas trop dans les détails, est-ce que ça suffirait et que ça soit de faire évoluer le format, parce que je me rends compte que certains résumés je rentre peut-être trop dans des détails profonds alors que ça n'en vaut peut-être pas la peine, et parfois c'est peut-être un peu nécessaire je trouve de mettre en contexte certaines choses, surtout dans Slime Dataken où il y a vraiment 1 milliard de dialogues qui en fait chaque dialogue est important dans cette série, donc le problème c'est que si tu loupes une info, ça peut se répercuter plus tard, ça peut avoir une conséquence dramatique, donc si tu loupes ne serait-ce qu'une info essentielle dans l'intrigue, tu risques d'être paumé sur 3 saisons. Donc c'est ça le problème, je ne sais pas si j'ai réussi avec ce résumé à tout contenir sans vous perdre, mais j'espère avoir fait le maximum en tout cas pour que ce résumé soit suffisant pour que d'ici quelques semaines, quand la saison 4 arrivera, ou plus tard, bien sûr, ça dépendra quand est-ce que vous regarderez ce résumé, que vous ayez toutes les informations en tête, en tout cas les plus importantes, pour commencer la saison 4 sous un meilleur jour, et vous avoir résumé ça de la meilleure des façons. En tout cas, je peux pas vous le promettre, mais j'espère avoir fait le maximum à ce sujet-là. Donc c'est pour ça que quand vous regarderez les résumés de la S1, puis qu'on enchaînera évidemment sur les autres saisons, que ce sera diamétralement différent. C'est juste un test, voilà, sachez-le, c'est juste un test que j'essaye aujourd'hui, à voir avec vos retours si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas, et si vous préférez des trucs plus détaillés et tout. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon visionnage, et on se donne rendez-vous pour un prochain résumé. Bon, même si elle est outro, mais t'as capté. Bon visionnage à tous. Satoru Mikami est un salaryman japonais de 37 ans, célibataire et menant une vie ordinaire. Un jour, en protégeant un collègue lors d'une agression au couteau, il est mortellement blessé. Alors qu'il agonise, il entend une voix mystérieuse lui annonçant l'acquisition de compétences spéciales. Après sa mort, Satoru se réincarne dans un monde fantastique, mais sous une forme inattendue, un slime, une créature faible en apparence. Grâce à Prédateur et Grand Sage, il se rend vite compte être dans une caverne remplie de plantes magiques, de minerais rares et de monstres. Après avoir expérimenté ses nouvelles capacités en absorbant ses plantes, ses cristaux et même tous les monstres en tout genre, plus tard, au cœur de la grotte, il rencontre un dragon légendaire scellé depuis 300 ans, Veldra, le dragon des ouragans. Malgré sa puissance, il est seul et il s'ennuie. Les deux discutent longuement et Veldra explique l'histoire du monde, les seigneurs démons, les humains, les monstres et la raison de son emprisonnement dans la géole infinie. Satoru lui propose une amitié sincère et le renomme Veldra Tempest, l'absorbant dans son corps grâce à Prédateur, espérant analyser et briser le sceau de la géole. En échange de quoi, et pour sceller leur destin ensemble, Veldra nomme le slime l'émule Tempest. En quittant la grotte, il découvre une forêt immense et tombe sur un groupe de gobelins terrorisés. Sentant en lui la présence de Veldra, ils le prennent pour un être divin.
Leur village étant attaqué chaque nuit par une meute de loups géants, Limul accepte de les aider, soignant les blessés, réparant les maisons et organisant une défense. Après une préparation minutieuse, les loups attaquent à nouveau, mais Limul neutralise leur chef en un instant, les l'obligeant à se soumettre. Voulant faire cohabiter les deux espèces, Limul épuisa tout son mana pour donner un prénom à chaque habitant du village, les faisant évoluer, et nomme Rigurud seigneur des gobelins, prenant aussi Ranga, le nouveau chef des loups tempêtes, comme monture et garde du corps. Le village manquant de tout, vêtements, outils et armes, Limul décida de se rendre à Dwargon, la capitale des nains, pour s'approvisionner et passer des accords avec le roi. Après que Gobuta ait été capturé à tort, il trouve un compromis pour sortir, grâce à la compréhension des gardiens, et fait la rencontre de Kaijin, un maître forgeron, et ses frères artisans. Après avoir montré de quoi il était capable, en enchantant des épées que le nain devait livrer avec un retard conséquent, c'est dans un bar entouré de belles elfes que Limul eut une altercation avec le ministre du pays, Vester, et furent tous arrêtés après que Kaijin lui ait mis un pain en pleine tronche. Se retrouvant devant le roi Gazer Dwargo, qui par respect pour Kaijin ne fera que l'exiler de Dwargon, et aussi renvoyer Vester pour les relations diplomatiques rompues qu'il aurait pu avoir avec Limul, permettant à celui-ci d'accueillir dans son nouveau pays de monstres Kaijin et ses frères. Gabaru, Hélène et Guido, trois aventuriers envoyés par Fuse, leur maître de guilde, dans la forêt de Jura, reviennent faire leur rapport et confirmèrent la disparition de Veldra. Devant repartir en mission, ils rencontrèrent une aventurière masquée se joignant à eux, et se nommant Shizu. Le village gobelin, continuant de grandir, fait son petit bout de chemin avant que Limul ne vole à la rescousse du groupe d'Hélène, s'étant enfoncé dans la forêt, et les accueille pour se reposer. Plus tard dans la soirée, après avoir compris que Shizu était japonaise et qu'elle est son âme sœur qu'il voyait en rêve, les deux eurent une discussion passionnée, racontant leur passé mutuel et surtout l'invocation de Shizu dans ce monde, ainsi que son enfance, ainsi que sa possession par l'esprit du feu Ifrit, et sa vie d'aventurière. Arrivé au bout de ses forces, Ifrit prit le contrôle du corps de Shizu en plein milieu du village. Limul, voulant limiter les dégâts, eut du mal à en venir à bout avant de l'absorber et de libérer Shizue. Se sachant mourante, et malgré tout heureuse de la vie qu'elle a eue, elle demanda à Limul de réaliser son dernier souhait, rendre visite à ses élèves, des enfants invoqués comme elle, et de s'occuper d'eux. Décédant paisiblement et absorbé par Limul vers son ultime tombe, il adoptera une forme humaine inspirée de son apparence, permettant à Hélène et son groupe de lui faire un ultime au revoir, et ouvrant une nouvelle page sur ce monde. Un jour, un groupe d'ogres vagabonds attaqua Limul, persuadé qu'il est lié à la destruction de leur clan. Après un combat presque à sens unique, où il évite de les blesser, il parvient à les convaincre de son innocence, les sommant de rejoindre sa patrie, et où ils pourront trouver refuge et devenir plus forts pour obtenir vengeance, racontant leur histoire. En recevant des noms, ils évoluèrent en Kijin, devenant Benimaru, Shuna, Shion, Hakulo, Soe et Kulobe. Après avoir appris qu'un seigneur orc a vu le jour, on nous fait constater à travers les yeux de la tribu des hommes lézards que la situation devient compliquée, et le roi, se sentant incapable d'arrêter une si grosse armée, envoie son fils Gabiru négocier avec le chef supposé de la forêt de Jura pour une alliance. Pendant ce temps, Limul semble mener la belle vie avec les bons petits plats immangeables de Shion avant d'accueillir Gabiru et ses hommes aux portes du village. Fier et avec un ton condescendant, le guerrier lézard fera genre d'être venu pour faire rentrer tout le petit groupe de Limul sous ses ordres, avant de finalement se faire étaler très facilement par Gobuta, les obligeant à faire demi-tour. Prenant malgré tout très au sérieux la menace du seigneur orc, Limul fit une réunion stratégique où Traini, une dryade vivant dans la forêt de Jura, ne lui demande carrément de l'éliminer. De son côté, Gabiru et sa clique, comprenant que son père est faible, est prêt à s'allier avec un groupe comme celui de Tempest, et est manipulé par Laplace, un clown masqué, le poussant à prendre la place de son père sur le trône. Pendant qu'au même moment Soe, envoyé aux négociations face au roi lézard, ne soit plus tard victime d'un coup d'état, mettant Gabiru au sommet du groupe des lézards, envoyé au combat. La guerre éclata, et les hommes lézards furent en grande difficulté, obligeant Limul et ses hommes à intervenir. Face à Limul, le seigneur orc nommé Gerudo n'a d'autre choix que de dévorer son maître Germudo et devenir encore plus fort, devenant Gerudo, le roi démon fléau orc.
Limul se débarrassa de lui non sans mal en le dévorant, emportant son désir de protéger son peuple avec lui. Suite à la guerre, Limul jugea les orques non responsables, et ces derniers jurèrent allégeance à leur nouveau maître. Il en fit de même avec la création d'une coalition entre les hommes lézards et la tribu des Dryades. Quant à Gabiru, il sera expulsé du village, suivi par 3 de ses serviteurs dévoués. Gazer Douargo, ayant appris la croissance de Tempest, ne se fit pas prier de venir à leur rencontre, de lui-même demandant un duel face à Limul. Après avoir jugé de sa valeur, celui-ci à son tour passa un pacte liant les 2 nations pour des échanges. Suite à l'arrivée de Gabiru et de certains hommes lézards en Tempest, et que Limul les ait tous nommés un par un, Milim Nava, l'un des rois démons les plus puissants de ce monde, fit son apparition en Tempest. Enfantine, capricieuse, mais surtout incroyablement dangereuse, devint amie avec Limul suite à un duel entre eux, après avoir goûté à du miel, la ville s'octroyant un allié de poids. Et attention, les différents proches de Limul le mit en garde, devant garder un œil sur elle, pouvant attirer de mauvaises personnes en Tempest à cause de sa présence. Après avoir accueilli Vester pour faire des recherches et confectionner des potions magiques, Limul entend des explosions en ville et constate que Milim en est plus ou moins la cause, et finit par discuter avec une diligence du roi démon Carrion. Après les avoir renvoyés chez eux avec un Phobio humilié par Milim, dans la forêt de Jura entrèrent un groupe envoyé par le royaume de Farmus, suite au cas du seigneur orc. Dirigés par Yomu, ils tombèrent sur le groupe d'Hélène, qui une fois débarrassés du monstre, se firent accompagner jusqu'à Tempest. C'est comme d'habitude après une petite réunion pour clarifier leur venue, que Yomu, encore méfiant, verra la beauté du pays, et jura allégeance à Limul. Pendant ce temps, le roi démon Cléman, qui tire des ficelles dans l'ombre, depuis l'histoire du seigneur orc, continue ses magouilles. Phobio, en colère d'avoir été humilié par Milim, fait la rencontre dans la forêt des clowns tempérés, larbins de Cléman. Ceux-ci lui confient pouvoir le rendre plus puissant pour se venger, en réveillant une énorme bête nommée Charybde, en l'absorbant dans son propre corps. Limul, ayant été mis au courant par la sœur de Trainy du réveil de Charybde, déclenche l'état d'urgence, tout en passant un accord avec Fuse, le maître de la guilde du royaume de Burmund. Charybde arrive, avec des sbires, et tout le monde est prêt à l'assaut. Après avoir combattu toute la journée, et ayant obligé Milim à rester en retrait, Limul lui donna l'autorisation de riposter, et de leur débarrasser du monstre. Après la bataille, et avoir soigné Phobio qui n'était qu'une victime de manipulation, les chevaliers de Dwargon arriveront sans prendre au sérieux Milim, et Carrion fera son apparition pour punir son subordonné. Après un énorme banquet, nourrissant tous les habitants de la ville pour se féliciter de leur victoire, le lendemain, Limul partit au royaume d'Ingracia pour tenir la promesse faite à Shizu. Après avoir longuement discuté avec le grand maître Yukigago Arasaka, également un invoqué et maintenant adulte dans ce monde, qui clairement cache des choses louches malgré son côté otaku. Il y rencontre les 5 enfants, Chloé, Kenya, Gale, Alice et Ryota. Leurs âmes étant instables et condamnées à disparaître, Limul promet de les soigner à tout prix. Après avoir passé un long moment à les connaître un par un et s'étant étrangement rapproché de Chloé, il sauva la ville d'un dragon, s'attirant les bonnes grâces d'un marchand, Mjormail, qui l'invite s'il le souhaite à s'installer à Tempest à l'avenir, pour faire grandir les échanges commerciaux du pays. Ayant trouvé un moyen de sauver tous les enfants, Limul les emmène dans un sanctuaire d'esprit. Après avoir passé haut la main l'épreuve de la soi-disant roi démon Lamilis, également reine des esprits, elle acceptera de les conduire jusqu'au fond du sanctuaire pour que chaque enfant reçoive un esprit en eux. Kenya, Gale, Alice et Ryota vont tour à tour recevoir des esprits mineurs grâce au prédateur de Limul qui les injectera lui-même. Mais il se passera quelque chose de très différent avec Chloé, quand un esprit supérieur, ressemblant trait pour trait à l'héroïne ayant enfermé Veldra, s'injectera d'elle-même dans le corps de la jeune fille. C'est ainsi que chacun des enfants furent sauvés, et qu'en dédommagement de son golem détruit, la milice en reçut un tout neuf, du nom de Beretta. Ayant rempli sa mission, il fut temps pour Limul de rentrer chez lui, avec des au revoir larmoyants, offrant comme cadeau à Chloé le masque de Shizue. C'est ainsi qu'il repartit, ne sachant pas que quelqu'un dans l'ombre risque de lui mettre des bâtons dans les roues.
La future fédération de Jure à Tempest en devenir vivait une période de prospérité. Les routes s'étendaient, les habitants travaillaient ensemble, et Limul, devenu un dirigeant respecté, voyait sa nation grandir chaque jour. Voulant renforcer des relations diplomatiques avec Eurasania, il y enverra un groupe. C'est quelques jours plus tard qu'il accueillit aux portes de la ville une délégation d'Eurasania, avec à son bord Albis, Sufia et Grucius, pas forcément enclins à écouter, mais plutôt de mériter leur respect par la force. C'est Albis, voyant que la situation commençait légèrement à dégénérer, qui arrêta les duels, notamment entre Shion et Sufia. Après avoir fait le tour de la ville et bien profité de l'ambiance paisible de Tempest, que la délégation repartit, ayant croisé celle de Benimaru rentrée pour faire son rapport. Quelques jours plus tard, Limul partit pour Douargon, accompagné par Kaijin et ses frères, pour aller à la rencontre du roi Gazer et se présenter officiellement au peuple des nains, émettant durant leur discussion une attention particulière sur la nation de Farmus, à qui Tempest pourrait voler la situation de capitale économique. Une jeune femme nommée Miulan, soumise à Clayman pour se rapprocher de Tempest, rentrera en contact avec Yomu, envoyé faire le tour des royaumes alentours, en tant que héros victorieux du fléau orc. Très convaincante, elle sera acceptée au sein du groupe, avant que ceux-ci ne rentrent à Tempest, permettant à Miulan de constater de ses yeux l'expansion massive du pays, en assistant à différents moments, dont l'entraînement de Yomu, Gobuta et Grucius, où pendant ce temps, Limul signa un nouveau traité, mais cette fois-ci avec la nation de Burmund. Dans le royaume de Farmus, les nobles et les marchands voient Tempest comme une menace économique. Les caravanes qui autrefois passaient par leur route préféreraient désormais traverser Tempest, où la sécurité était assurée et les taxes inexistantes. Leur colère monta jusqu'à convaincre le roi d'éliminer cette nation de monstres avant qu'elle ne devienne trop puissante, y envoyant en éclaireur de jeunes héros invoqués dans la nation. Miulan, qui est clairement tombée amoureuse de Yomu, pensa un court instant ne pas obéir à Clayman, mais dut s'y résoudre à cause de son cœur. Pendant ce temps, une troupe de Farmus marche vers Tempest, et les trois héros arrivés en ville tentèrent de déclencher une esclandre en accusant Gobuzo, arrêté par l'arrivée de Shion et Shuna. Malgré tout, et forcé d'arriver à ses fins, malgré une tentative de discussion avec Grucius et Yomu, Miulan dévoila sa véritable apparence, et activa au même moment que les saints de Farmus une barrière qui affaiblit les monstres et coupa toute communication avec l'extérieur. Limul, qui venait à ce moment de quitter ses élèves pour rentrer, comprit rapidement que quelque chose cloche, voyant qu'il est dans une barrière qui l'affaiblit et que Soe blessé ne lui explique brièvement la situation. C'est à ce moment que Hinata Sakaguchi, chevalier au sein de l'église de l'Ouest et ancienne élève de Shizue, fit son apparition pour se débarrasser de lui, où au même moment, Tempest est mis à feu et à sang par Farmus, ne laissant que la mort sur leur passage. Limul tenta tout ce qu'il peut pour se protéger des attaques d'Hinata et son épée, mais comprenant que le dialogue ne sera jamais une option, et au bout de ses possibilités, il activa une compétence ultime. Acculé, Hinata, qui pensait l'éliminer, lança un puissant sort de purification, mais il n'en fut rien, et il put se dépêcher de rentrer à Tempest, et découvrit la ville en ruine. Et dans une ruelle, Benimaru qui tente vainement de capturer Miulan, protégé par Grucius et Yomu. Miulan, accablé par la culpabilité, mais tout en restant le visage fermé, emmena Limul constater, avec horreur, le massacre qui eut lieu, et les rues jonchées de cadavres gobelins. Après avoir instauré une cellule de crise, tous expliquèrent ce qui arriva à Tempest. De l'arrivée des soldats de Farmus à l'instauration des barrières, tout ça manipulé dans l'ombre par Clayman. Plus tard dans la soirée, après avoir soigné Gobuta et Akuro, il se demanda où se trouve Shion, avant de constater sous ses yeux qu'elle fut également victime de l'attaque, et tombée au combat en protégeant les enfants. Tout d'abord prêt à leur offrir le repos éternel, étant dans l'impossibilité de les ressusciter, Hélène et son groupe arrivèrent pour l'arrêter et expliquer qu'une vieille légende de son pays, Salion, pourrait éventuellement les sauver. Ah oui, et Hélène est en réalité la princesse de ce royaume depuis le début. C'est avec 3,14% de chance, et devant absorber 10 000 âmes humaines, le faisant devenir roi démon, qu'il pourra avoir la force nécessaire pour réaliser ce miracle. Il prit alors la décision qu'il massacrerait l'armée de Farmus, faisant monter Yomu et Miulan, à qui il a remplacé le faux cœur de Clayman par un autre, la libérant de son joug, et surtout faisant monter les deux sur le trône.
C'est après un minutieux plan mis en place pour acculer l'armée installée dans la forêt que le massacre commença. Tandis qu'Akuro se vengea, tuant sans forcer Kyoya, lui tranchant la tête d'une formidable technique, Gerudo se confronta à Shogo, qui une fois acculé alla même jusqu'à tuer sa propre camarade pour lui voler ses pouvoirs. Mais l'orque ne laissa rien passer, et il dut y avoir l'intervention du mage Rasen de Farmus pour sauver Shogo d'une mort certaine, et de se retirer, pour plus tard lui voler son corps, et récupérant une force hors du commun, et surtout sa jeunesse. Limul, qui avait commencé son extermination, captura le roi, le cardinal de l'église et les chevaliers restants. Avant de s'endormir, il invoqua plusieurs démons à qui il donna la charge de gérer la situation durant son sommeil. Tandis que Rasen, qui n'était pas mort, fut capturé par l'archidémon noir, Limul évolua en roi démon, récupérant toutes les âmes environnantes grâce aux barrières de Shuna et Mulan, lui ayant permis de rendre la vie à tous les habitants, dont Shion. Sans aucune explication préalable, et pendant ce temps, au royaume du roi démon Carrion, Milim vint l'attaquer et pulvériser la cité, étant aidé par Frey, un autre roi démon, qui sembla trancher la gorge de Carrion. Limul, tout juste sorti de son sommeil, apprit la destruction de Razania et en profita pour faire entrer le démon à son service, le nommant Diablo. Mais ce n'est pas tout. Maintenant roi démon et ayant une capacité d'analyse plus poussée, il réussit à libérer Veldra de sa geôle infinie, lui offrant un corps en réceptacle. Enfin libre, Limul le présenta en ville, avant de subir ce qui semblait être la dégustation d'un plat, une fois de plus dégoûtant de Shion, mais qui finalement s'avéra excellent malgré son aspect. Plus tard, Limul dut se préparer à annoncer son évolution en roi démon, mais aussi la conquête de Farmus, qui deviendrait une nation secondaire dirigée par Yomu. C'est ainsi qu'en vue de cette réunion très importante pour l'avenir de Tempest, que le roi Gazer et un nouvel invité, un envoyé de la dynastie de Salion et père d'Hélène, se joignit à la troupe. Dans l'ombre, et pour découvrir les secrets de l'église de l'Ouest, Laplace revint faire son rapport à Yuki Kagurasaka, qui cache bien son jeu, ayant même ramené à la vie l'ancien roi démon Kazarim. Dans un premier temps, Limul passa un accord avec la dynastie de Salion, afin de ne pas être considéré comme une menace, et dans le même temps d'annoncer le retour de Veldra en tant que bras droit. Dans un second temps, la question de l'église de l'Ouest impliquée dans l'attaque de Farmus et le cas d'Hinata Sakaguchi fut mentionnée, mais Limul, qui n'a aucun intérêt d'entrer en conflit avec eux, clôtura le sujet en restant vigilant sur leurs actions à venir. Dans un troisième temps, il fut trouvé une bonne excuse pour justifier de la montée en roi démon de Limul, en mettant Veldra comme bouc émissaire, et forçant Farmus à être reconnu coupable de son éveil. Par conséquent, Yomu dut obtenir l'approbation des autres dirigeants et être jugé digne de devenir roi. Dans un quatrième temps, Hérald, qui avait encore des soupçons sur Limul, comprit vite qu'il n'aspirait qu'à la paix et s'agenouilla pour lui jurer fidélité. Et dans un cinquième temps, la milice, qui était venue plus tôt, avant de tomber dans les pommes à la vue de Veldra, annoncera à Limul que Cléman préparait un nouveau banquet des rois démons, le Valpurgis. C'est en découvrant qu'il a été voté non seulement par Cléman, mais aussi par Frey et Milim, que Limul prit la chose au sérieux, sachant que l'homme veut liguer tout le monde contre lui, et se venger de la mort de Miolan, qui est pourtant bel et bien vivante. Il fut conclu dans la soirée que Limul et Tempest vont déclarer la guerre à Cléman, tandis que Yomu, Diablo et les prisonniers de Farmus seront emmenés pour être jugés. Pendant que dans les contrées de Milim, contrôlées en partie par Cléman, la cohabitation semble mal se passer. À Tempest, les troupes sont prêtes à partir pour Orasania et empêcher Cléman de faire un massacre. Limul téléportant tout le monde d'un seul coup. Grâce à un flashback, on comprit rapidement comment Milim se fit manipuler en portant un collier de soumission mis par Frey. À l'autre bout du monde, dans le royaume des glaces du roi démon Guy Crimson, Léo Cronwell vint à sa rencontre pour lui annoncer le futur Valpurgis, mais aussi sur le retour de Veldra, qui surprendra sa grande sœur Velzard, et la menace que représente Limul. Pendant ce temps, Limul prépare sa venue au Valpurgis et accepte d'envoyer Shuna, Soe et Akulo sur les terres de Cléman pour les conquérir en son absence, et où en parallèle Benimaru met sa stratégie en place d'une main de maître pour arrêter l'énorme armée de Cléman. Phobio quant à lui retrouve dans la forêt les clowns tempérés qu'il avait manipulés par le passé, accompagnés par Gerudo, et où dans le même temps un duel entre l'un des 5 doigts et Albis, secondé par Gobuta, ne commence.
Au même moment, Sufia et Gabiru, envoyés pour s'occuper des hommes de Milim, se font tabasser, mais malgré tout, dans le respect s'il vous plaît. Yamza, qui est clairement désavantagé en ayant sous-estimé Albis, voulut s'enfuir quand Clayman, l'ayant observé de loin, le forcera à absorber une orbe magique, le transformant en Charybde, que Benimaru tuera sans sourciller en la coupant en deux, sous les yeux ébahis des deux camps alliés comme ennemis. L'opération de prise de Razania étant un échec, les deux clowns repartirent après avoir bien mis à mal Phobio et Gerudo. Au même moment à Tempest, Limul fut prêt à partir pour le Valpurgis, et on nous fait un focus sur les difficultés du groupe de Shuna, bloqué par une armée de morts-vivants. Au bout d'un moment, Shuna perdit patience et se lança dans l'affrontement direct contre Adalman, dont elle purifia l'âme, pouvant poursuivre leur conquête du château de Clayman. Puis vint le moment du Valpurgis. Limul entra dans la salle des rois démons, où siégeaient Guy Crimson, Léo Cronwell, la milice, Dino, Milim, Clayman et d'autres. Clayman, d'entrée de jeu, accusa Limul d'être un criminel, ayant voulu conspirer pour le tuer, aidé par Carrion, et qu'il est qu'une menace pour les autres nations et les rois démons présents. Limul retourna ses accusations contre lui, en présentant à tout le monde des preuves de ses mensonges, ayant même sacrifié ses propres alliés pour ramener Charybde. Le combat entre lui et Clayman commença, protégé par une barrière de Guy, et où Milim, toujours manipulé, vint pour aider. Quant à Limul, il eut Shuna et Beretta prêtés par la milice, afin d'avoir un combat équitable. Après avoir tout tenté pour libérer Milim de sa manipulation, c'est prêt à prendre un coup mortel que Veldra apparut de nulle part. Après l'avoir mis à affronter Milim, il ne resta plus que Clayman à gérer face à Shion, qui ne fit absolument pas le poids malgré ses évolutions et coups fourrés. Appelant Milim à l'aide, cette dernière l'envoya se faire voir, révélant depuis le début qu'elle n'a jamais été manipulée et jouait la comédie, tout ça commandité par Frey. Même Carrion, que l'on croyait mort, était en réalité bien présent et camouflé au Valpurgis. Clayman, désespéré, força son évolution en roi démon. Mais même transformé, il fut écrasé par un Limul sans pitié, qui l'exécuta devant tout le monde, l'absorbant avec Belzébuth. Tout rentra dans l'ordre, enfin presque, si on nommait que Veldra, compris la couverture du roi démon Valentin qui se cachait aussi au Valpurgis, sous l'apparence d'une maid. Suite à ça, Limul fut reconnu comme roi démon, et Frey et Carrion abandonnèrent leur titre pour rentrer au service de Milim, et le Valpurgis se clôtura sur la nomination de leur nouveau groupe, l'Octagramme. Pendant ce temps, la place qui voulut à nouveau pénétrer l'église se fit gauler par Hinata, avant de tomber sur le sbire de Luminus, qui sous le coup de la colère de la place, ayant appris la mort de Clayman, fut tué de son froid. Quant à Limul, il put enfin rentrer chez lui retrouver les siens, et préparer l'avenir de Tempest, qui ne risque pas d'être tout rose. Quand Limul rentra, il fut accueilli en héros face à une population heureuse et à nouveau reconstruite. Diablo, qui était censé être à Farmus, expliqua tout ce qu'il avait fait. Dans un premier temps, il mit Razen sous ses ordres et rendit la vie au roi Enmaris, le mettant lui et Farmus face à un dilemme, leur laissant une semaine pour se soumettre à 3 choix cruciaux. Yukika Kurasaka souriait encore, mais son esprit était en ébullition. La chute de Clayman n'était pas censée se produire ainsi. Il devait être un levier, pas une victime. Il ne contrôlait plus entièrement la partie. Pendant ce temps, au sein de l'église de Luminus, Hinata commençait à douter. La mort de Shizue Izawa lui restant en tête, tout comme sa rencontre avec la déesse Luminus Valentin. Le rapport fait par Luminus au Valpurgis contredit tout ce qui se disait dans les autres nations, les obligeant à garder un œil sur lui. Pendant ce temps, à Farmus, le roi Edmaris abdiqua au trône et signa un traité de paix avec Tempest. Après avoir fait le tour de tout ce qui s'était passé durant la guerre contre Clayman, Tempest accueillit une bonne partie des habitants de Razania. Entre construction et conflits mineurs, une routine de paix s'était installée partout. Après avoir discuté de la mise en place d'une route tout spécialement créée pour relier les différentes nations à Tempest et d'un festival en l'honneur de Limul, Diablo fit un nouveau rapport sur tout le reste entre Yomu et surtout l'implication des différentes parties dans la guerre précédente entre Clayman et aussi Hinata,
étant persuadé que une ou plusieurs personnes tirent les ficelles. Alors qu'une réunion de grande instance avec tous les chevaliers de l'église battait son plein et qu'Hinata avait déclaré qu'elle irait vérifier elle-même à Tempest si les rumeurs sont vraies, auquel cas elle s'excuserait auprès du roi démon, Raïm, l'archevêque de Farmus, envoyé pour délivrer un message de paix de Limul, donna une boule de cristal, qui expliqua tout le contraire et qu'il était prêt à affronter Hinata en duel. Ayant des doutes sur les Septéniens, qui semblaient étrangement au courant de la venue de Raïm et du message, se mit malgré tout en route pour accepter ce duel. Quant à Limul, il apprit la nouvelle de la venue d'Hinata, mais aussi par Diablo de la mort de Raïm. Grâce aux connaissances d'Adalman, ayant été dans son ancienne vie au sein de l'église, il put permettre à Limul d'apprendre l'existence des différentes factions de chevaliers. Une nouvelle bataille se prépara donc avec à leur côté cette fois-ci les Ani mousquetaires et guerriers de Razania. Quelque part dans un manoir, Grande Belle Rozzo, accompagnée d'Allier et sa petite fille Mariabelle sur les genoux, semble préparer un plan, visant à manipuler tout le monde dans l'ombre, dont Hinata, et d'avoir des gens qui leur sont redevables, dont Farmus, qu'ils souhaitent a priori conquérir, et que tout, absolument tout, appartienne au Rozzo. Arrivés au royaume de Burmund, Hinata et ses hommes constatèrent de leurs yeux que grâce à Limul, la vie semblait s'être grandement améliorée. Même la route, protégée par une barrière et des gardes, amèneront encore plus Hinata à douter de la dangerosité de Limul. Pendant ce temps, Léonard et d'autres chevaliers en direction de Tempest nous racontent avoir été prévenus par les Septéniens que Hinata pourrait être une traîtresse et qu'il compte bien prouver son innocence. C'est voyant de ses yeux que la guerre a déjà commencé que Hinata arrive en trombe, constatant que les paladins se font étaler, mais surtout la présence de Léonard dans ces lieux. Que ce soit pour Limul ou Hinata, il est trop tard pour empêcher l'affrontement. Luminus Valentin, qui s'extasiait devant un sarcophage de glace renfermant un corps, est interrompu en apprenant la guerre entre Hinata et Limul, comptant bien régler cette affaire. Pendant que Shion fait joujou avec Léonard et ses hommes, se montrant beaucoup plus puissants que prévu, Hinata et Limul se toisent du regard, avant qu'elle ne sorte le grand jeu, et une armure surpuissante prête à tout donner en un instant. Après que Shion ait poussé Léonard à capituler, ce dernier commence à douter de la véracité des paroles des Septéniens, et que c'est entièrement de sa faute d'avoir cru en eux, et que le conflit qui aurait pu être évité a éclaté. Après avoir échangé quelques coups sans forcément désigner de vainqueur, Hinata proposa d'y aller franco, et d'en finir avec une ultime attaque. Étant dans l'incapacité d'esquiver, Limul sacrifia Belzébuth pour se protéger du coup, et remporta le duel en survivant à ce coup mortel. Mais c'est pensant ce conflit fini que l'épée d'Hinata au sol s'apprêta à exploser, et qu'en protégeant Limul, elle se fit transpercer. Pendant ce temps, au royaume de Farmus, Edward ayant pris le trône, prépara une attaque visant à trouver Edmaris et Yomu afin de s'en débarrasser. Mais Diablo, maintenant en colère, ne laissera rien passer. Face à tous les journalistes du monde entier, Diablo va expressément essayer de faire comprendre qui est le cerveau de ce complot, et au passage dévoiler qu'il est un démon primordial, impossible à vaincre. C'est après avoir fait leur fête aux troupes envoyées vers Yomu que Saharé comprendra de lui-même que les Septéniens venus d'ailleurs l'aider sont responsables de tout ça. Pendant ce temps, Hinata, au bord de la mort, est impossible à soigner à cause de sa résistance à la magie. Limul, confiant en ses forces, repoussa du mieux qu'il put les 3 Septéniens venus en finir avec Hinata, avant que Luminus n'arrive pour régler ce conflit. En parallèle, Diablo, face aux autres restants, promit de protéger les journalistes de bonne foi, sauf Edward qui l'a dupé, le forçant à annoncer face aux journalistes qu'il cède le trône ici et maintenant à Yomu. De ce fait, il se débarrassa facilement des Septéniens, et Luminus ramena Hinata à la vie avec résurrection. Ce fut l'occasion d'apprendre toute la vie d'Hinata jusqu'à maintenant. Une enfant avec une vie difficile, dont la mère était battue. C'est au lycée qu'elle fut téléportée dans ce monde et obtint des compétences surpuissantes, avant d'être recueillie par Shizue. Après avoir un peu discuté avec Limul, de son côté, Luminus en colère se débarrassa elle-même des Septéniens. Mariabelle Rozzo fit une bien mauvaise mine, expliquant que Limul a peut-être bien l'intention de soumettre le monde entier à sa botte, contrecarrant leur plan. Rentrés tous sains et saufs à Tempest, Veldrak attendait sagement ne put s'empêcher de révéler à ses fidèles que Luminus Valentin était un roi démon. Après tout ça, un camp
comme l'autre, firent un étal complet de tout ce qui s'était passé, de la trahison des Septéniens au combat contre Hinata et tout ce qui s'en est suivi. De ce fait, et pour dédommager Limul, ce dernier proposa à Luminus et Hinata de reconnaître officiellement la fédération de Jura Tempest comme une nation à part entière, et de déclencher des liens diplomatiques, ce à quoi Luminus accéda sur le champ, mais également que pour rassurer le peuple, le duel entre Hinata et Limul soit achevé par un match nul, histoire de calmer les esprits. Dans la soirée, et tout le monde heureux, la possibilité que diverses nations ne soient pas d'accord avec cette alliance, dont les anges, furent évoqués. Ce à quoi Limul répliqua qu'ils se défendront, quoi qu'il advienne. Plus tard, du côté de Yuki Kagurasaka, il fut temps de faire un bilan de toute cette affaire, et sur les négociations entre Marchands de l'Ouest et les Rozo, qui a bien failli tourner au vinaigre. Avec Kazarim, il continue de comploter et préparer son prochain coup dans un calme olympien, comme d'habitude. Le calme enfin revenu, c'est bientôt le début du festival tant attendu, pour présenter la fédération au monde entier. Rendant visite à Murmile afin de mettre en place un nouveau gros projet, dont un tournoi avec l'intention d'inviter le brave Masayuki et un opéra. Murmile étant tout désigné pour organiser un tel événement et passa à l'occasion voir Fuse lui expliquant avoir tout réglé avec l'église de l'Ouest et que Yuki Kagurasaka, dont il commençait à avoir des doutes, aurait joué un rôle important, histoire de garder ses bonnes grâces et sa couverture. Dans un premier temps, la milice qui a voulu déménager de son labyrinthe demandera l'asile à Limul pour avoir un endroit où vivre sur son territoire, ayant même commencé à construire une bâtisse dont la porte donnait lieu vers un nouveau labyrinthe. C'est à ce moment que Limul eut une révélation. Pendant ce temps, du côté de la dynastie magique de Salion, Hérald remit à l'impératrice la lettre d'invitation de Limul. Celle-ci, furieuse contre son oncle de n'avoir rien dit sur le nouveau roi démon et que Yoshida le pâtissier s'installe à Tempest, laisse Hérald en proie au doute sur la bonne décision à prendre, mais elle accepta malgré tout de s'y rendre. De retour à Tempest, Limul proposa à la milice et son charpentier en chef de concevoir, en plus de l'arène, un labyrinthe qui servira à la fois de nouveau logement à la milice, mais aussi d'attraction pour la ville, où les aventuriers pourront venir s'y confronter. Après avoir fait le tour de la ville et constaté que l'arène est déjà quasiment terminée, que Limul reçut de Kulobe un nouveau sabre particulièrement puissant, qui évoluera en même temps que lui. Le donjon maintenant né, il fut proposé à Veldra d'y résider et de relâcher son mana, permettant à celui-ci de prendre vie et d'y avoir des monstres en tout genre. C'est tout un système de blocs qui fut créé par la milice permettant de modifier l'aspect du donjon quasiment à l'infini, ainsi que des artefacts magiques ramenant au début du donjon en cas de mort, un peu comme une seconde vie dans un jeu vidéo. Passé tout ça, Veldra fit comme prévu, et par la suite Beretta, qui prenait du temps à se décider, entra officiellement au service exclusif de la milice. Mais Limul voulait aller encore plus loin, et se dit qu'avoir différents environnements dans le donjon pourrait être cool, mais impossible pour eux de capturer des monstres aussi puissants que des dragons de feu ou de glace. C'est à ce moment que, sorcier de nulle part, Milim apparut pour proposer son aide. Plus tard, Murmile arriva sain et sauf à Tempest, non sans difficulté. Mais, devant le fait accompli, Limul dut accepter de faire audience pour toutes les races vivant de près ou de loin dans la forêt de Jura, et calmer leur inquiétude, et évidemment obtenir allégeance de chacun d'entre eux. Après 2 jours très fatigants, il accueillit en ville 3 brigands à l'aspect très fort, qui veulent se venger de Limul et se confronter à un roi démon. Dans l'arène, Shion leur metta une raclée à elle tout seul, avant que les 3 loustiques ne se présentent comme étant les fils du roi démon géant d'Agruel. Après une fin de journée éreintante et avoir rencontré les elfes, le lendemain, Limul se prépara à rencontrer les Tengu et accueillit Momiji et ses suivants dans cette entrevue. Grâce à un flashback, on apprit que ce fut compliqué de convaincre les Tengu, avec Benimaru et Albis en émissaires. Dans un premier temps, ces derniers refusèrent de négocier, en sachant que Limul voulait construire une voie de chemin de fer en passant par leurs montagnes. Plus tard, Albis, qui n'a pas digéré d'être insulté, commença à se battre avec Momiji, mais rapidement arrêté par Benimaru, évitant un bain de sang. Après cet incident, la doyenne des Tengu, Kaede, arriva pour s'excuser. Benimaru, intrigué par la technique de Momiji, comprit, grâce aux explications de Kaede, que Hakuro et elle ont appris du même maître, au village des ogres. C'est très logiquement qu'elle tomba amoureuse et que ce fruit donna naissance à Momiji. Par conséquent, et reconnaissant des talents de Benimaru,
Elle accepta que le village accède à n'importe quelle requête de Limul, mais même lui prêter allégeance en échange de quoi Benimaru prenne Momiji en épouse. Revenu au présent, Momiji garde quand même une marge de sécurité et ne sait pas si faire confiance à Limul, étant donné sa relation amicale avec Frey, qui par le passé s'est déjà embrouillé avec les Tengu, est une bonne chose. Après avoir trouvé un accord, Momiji remit à Limul une étrange lettre qui sera remise à Akulo, tout juste de retour de Farmus. C'est avec émotion qu'il prit sa fille sous son aile et part faire son entraînement. De son côté, Albis, étant aussi éprise de Benimaru, fera tout pour conquérir son cœur et vaincre Momiji. Après avoir fait un tour de table et proposé toutes leurs idées, l'histoire bascula sur le brave Masayuki, en route pour Tempest. Masayuki était, tout comme Hinata, un simple lycéen téléporté dans ce monde et ayant obtenu des compétences surcheatées. Et on nous apprend brièvement comment il recruta son groupe d'alliés. C'est conseillé par Yuki Kagurazaka qu'ils partirent en mission pour découvrir qui fait du commerce d'esclaves et toutes les libérer. Encore une fois, grâce à sa compétence, tout se passa très vite et des centaines d'elfes furent libérés. Et se vit proposer de les ramener lui-même dans la grande forêt de Jura et ainsi rencontrer Limul, qui de son côté va se charger personnellement de lui. Suite à sa rencontre avec différents rois, dont celui de Bourmoun, Gazer, qui lui tirera encore une fois les oreilles, et Yomu, enfin devenu souverain de Farmus, Limul rendit visite à Yuki afin de l'inviter au festival, et aussi faire la rencontre de Kagali, à qui il donna l'accès à des ruines pour les explorer. Il invita ensuite tous les enfants à venir, leur offrant de quoi visiter gratuitement la ville en son absence. C'est au coucher du soleil qu'il accueillit Masayuki et ses compagnons arrogants qui veulent se confronter à Limul, ce à quoi ce dernier les invita à rester en ville le temps du festival et participer au tournoi. Dans la soirée, un banquet fut organisé, avec pour plats principaux des sushis, où Limul put d'abord discuter avec Hinata avant d'accueillir dans la foulée la dynastie de Salion et l'impératrice, mettant directement une pression sur lui. La soirée commença à devenir animée, avec de sacrés invités, dont Mariabel Rozzo et l'arrivée tardive de Carrion, Frey et Milim. C'est avec des plats exquis cuisinés par Shuna que la soirée se clôtura, et que le lendemain, Limul, face à son peuple, ouvrit le festival de la fondation de Tempest. N'ayant personne sous le coude pour s'occuper des enfants, c'est Hinata qui se proposa. Après une représentation tout simplement spectaculaire de Shion et Shuna sur la scène de l'opéra, à t'en faire chialer, Limul rendit visite à Gabiru et Vester sur leur présentation des potions et impressionnèrent la foule sur la réparation d'une épée et leur découverte sur la plante d'Hippoctée. En fin de journée, Luminus fit appeler Limul pour se plaindre de leur pacte souhaitant plus, notamment des échanges culturels entre leurs deux pays, mais aussi de faire attention aux deux individus à l'aura menaçante présente au festival. Dans la soirée, après avoir discuté en compagnie d'Hinata et Yuki, il fait une réunion d'urgence avec Murmail, lui expliquant que des marchands veulent leur paiement, mais que Tempest n'a rien sous le coude pour enrayer ce problème. Tout ça dans le but de discréditer Limul en tant que roi démon. C'est enfin le moment du tournoi avec 8 combattants, dont Masayuki, Gobuta, Gerudo et Carrion sous un masque de lion. Le vainqueur aura l'immense honneur d'affronter Limul en combat singulier. À la fin de la première journée, l'homme taureau affrontera Masayuki et Gobuta face à Carrion en demi-finale. Oui, Gerudo ayant perdu contre lui. Masayuki, grâce à son baratin, gagnera le respect du boss du donjon, le faisant déclarer forfait. Quant à Gobuta, il gagnera face à Carrion, après l'avoir bourriné et abîmé son masque, ayant peur d'être grillé, faisant une finale le lendemain entre lui et Masayuki. Dans la soirée, Limul, qui a demandé de l'aide à Gazer pour faire venir des pièces d'or, n'en a toujours pas assez pour payer les marchands, et c'est finalement grâce à un deal passé avec l'impératrice de Salion qui réglera son problème. Les bons comptes faisant les bons amis. Et pour finir, El Messia mit un coup de pression à Limul, lui demandant ce qu'il comptait faire de Diablo, étant noir, un démon primordial. Ce à quoi il répondit prendre ses responsabilités et d'agir en conséquence afin d'éviter un carnage. Le lendemain, la finale débuta entre Gobuta et Masayuki, n'ayant pas du tout envie de se battre. Mais Gobuta, ayant une arme secrète dans sa botte, fusionna avec Ranga, donnant naissance à une nouvelle forme, mais ne la maîtrisant pas encore, se sortit tout seul de l'arène et perdit le combat, Masayuki étant déclaré vainqueur.
Milim, en colère de voir Gobuta ne pas maîtriser cette puissance, se porta volontaire pour parfaire son entraînement. Masayuki, refusant d'affronter Limul en combat singulier, se voit déclarer forfait du tournoi, et Gobuta est désigné vainqueur en étant encore dans les vapes. Dans la journée, Limul invita Masayuki à un déjeuner, voulant comprendre sa décision, et comprit rapidement que sa compétence unique lui cause bien des soucis, faisant de lui un héros contre son gré. Mais il passa un marché avec lui pour l'inauguration du donjon. Après sa présentation, et que Sokka et Murmile y aient expliqué les règles, les différents groupes y entrèrent, suivant parfois de bons chemins et d'autres faisant n'importe quoi. L'équipe d'Hélène revint victorieuse et des armes en cadeau, ainsi que celui de Masayuki, étant tout de même descendu jusqu'au 10e niveau. Quant à l'un des participants, voulant faire le malin, il se fit corriger par une dryade et renvoyé à la surface de force. La présentation étant un immense succès autant auprès des dirigeants que des aventuriers, Limul annonça son ouverture au public prochainement et conclut le festival sur une grande fête. Le lendemain, les marchands mécontents vinrent par dizaines afin de récupérer leur dû, étant remontés à bloc suite à une implication des Rozo dans cette histoire. Mais Limul, qui avait tout prévu, calma le jeu directement, pouvant rembourser chacun d'entre eux sans problème, coupant l'herbe sous le pied à cette mascarade ridicule. Après coup, et une discussion d'après-festival avec tous les dirigeants des pays invités, Limul obtint à la fois validation des Tengu pour la construction de son chemin de fer, et apprit que Farmus se reconstruit petit à petit sous la bannière de Yomu. La guilde des Yuki seront également gagnantes grâce à l'ouverture du donjon, créant de l'emploi pour les aventuriers, et Hinata décida d'envoyer des prêtres de l'église pour se perfectionner, et aussi guérir les aventuriers gravement blessés en cas de besoin. En fin de journée, suite à une réunion avec ses alliés et à avoir appris que les marchands de l'Ouest impliqués dans tout un tas de soucis majeurs ces derniers mois, Limul mit une pièce sur l'implication de Yuki sans pour autant avoir de preuves concrètes. C'est un mois plus tard qu'une nouvelle bataille commencerait. Limul recevant une lettre du Conseil des pays de l'Ouest. Et du coup, merci à tous et à tous ceux qui seront restés jusqu'au bout de ce résumé très long, très fastidieux. Pour moi, en tout cas, ça fait des semaines de montage que je laissais traîner ce résumé de slime. Donc, entre l'intro et l'outro, il s'est passé beaucoup de temps pour moi. Mais ça y est, c'est enfin fini. Et il y a la saison 4 qui arrive, du coup, d'ici quelques semaines. Donc, je pense que ce résumé était nécessaire, je pense pour vous comme pour moi, de se rappeler un peu les événements. Et vous aurez certainement vu aussi au mois de février le Blu-ray du coup de la saison 3 qui sera tout juste arrivé et qui aura permis à moi et à tous ceux qui l'auront acheté bien sûr de se refaire un petit revisionnage de la S3, des événements et par conséquent d'être à jour et de se rappeler et d'avoir les infos toutes fraîches pour cette saison 4 qui arrive du coup en 4 cours, on rappelle. C'est une série très cool Slime, de toute façon, moi je l'aime bien, c'est pas la meilleure adaptation de light novel qui soit, la saison 2 elle était beaucoup critiquée, notamment pour, vous savez, sa fameuse réunion du Valpurgis, enfin juste avant le Valpurgis plutôt, avec tous les dirigeants et tout, où c'était je crois 4 ou 5 épisodes de blabla, où les gens n'aimaient pas ça. Et alors, le souci, c'est qu'il n'y a jamais d'entre-deux avec les adaptations de light novel, on connaît le terme, et on connaît les exigences des gens, c'est soit il y a trop de blabla, soit il n'y en a pas assez, et malheureusement, j'ai l'impression que les réalisateurs de séries ne savent pas faire l'entre-deux. Soit il manque des infos essentielles pour comprendre une situation, soit ils en mettent trop, en fait. Et le problème, c'est que jamais personne n'est content. Et Slime ne déroge pas à cette règle, mais c'est une bonne adaptation, et 8 bits, 8 bits, si on devait parler à l'anglais, je trouve, que ce soit avec les OAV, le film, les films, bien sûr, les films, il y a le deuxième film aussi, se sont bien sortis, je trouve, et Slime est une licence encore lucrative, je pense, pour encore des années, même si, attention, je ne sais pas si entre le tournage de cette vidéo et la sortie, il y aura peut-être eu le light novel qui se sera fini, parce que oui, le light novel, je crois, est sur le point de se clôturer. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il se sera clôturé entre-temps? Je ne sais pas, je le mettrai peut-être en commentaire épinglé. En tout cas, merci à tous et rendez-vous très vite le mois prochain pour un nouveau résumé de série. Ciao tout le monde, bye.